En France, le pain, c'est sacré. Alors lorsque le prix des grains commence à augmenter et que la pénurie s'installe, la colère gronde. Cette situation qui va se produire quelques années avant la Révolution porte un nom, la guerre des farines. Moins célèbre que les événements de 1789, cet événement aura pourtant d'importantes répercussions politiques et sera annonciateur de lendemains difficiles pour une monarchie déjà bien affaiblie. Lorsque Louis XVI monte sur le trône de France, le jeune souverain n'a que 20 ans et manque d'expérience. Il faut dire que son grand-père, Louis XV, l'a tenu éloigné de l'exercice du pouvoir. Cela va amener le nouveau roi à prendre des décisions parfois contradictoires. Ainsi, il va rétablir dans leurs privilèges les parlements, adversaires déclarés de la couronne et surtout soucieux de leurs privilèges, tout en nommant Turgot contrôleur général des finances. Ce dernier, qui a exercé comme intendant du Limousin, souhaite mener de grandes réformes dans les domaines financiers, économiques et politiques. Il va notamment imposer de grandes économies dans les dépenses de l'État et préparer une importante réforme de l'impôt. L'objectif est alors double: simplifier le système fiscal tout en étendant l'impôt à toutes les catégories de la population, y compris les privilégiés qui en étaient exemptés. Dans le cadre de ces grandes réformes, d'autres mesures sont prises, telles que la suppression de la corvée royale, mais également des jurandes et des corporations. Cette politique ambitieuse mécontente les parlements et la cour du roi, dont les membres ont peur pour leurs privilèges. Si dans un premier temps Louis XVI soutient son ministre, les lettres et critiques répétées vont finir par inquiéter le roi, qui déclarera alors que « Monsieur Turgot veut être moi, et je ne veux pas qu'il soit moi ». Finalement, c'est un autre élément qui va s'avérer décisif dans la chute du ministre, la météo. Alors que Turgot tente de mener ses réformes malgré l'opposition des privilégiés et les réticences du roi, le monde rural reste figé dans son fonctionnement. En effet, malgré les efforts du gouvernement pour encourager les défrichements, développer la culture de la pomme de terre et introduire de nouvelles races animales, notamment les moutons mérinos d'Espagne, les paysans restent attachés aux anciennes méthodes et usages. Ainsi, la méthode de la jachère et la culture du blé et de l'avoine sont toujours prédominants, au détriment de nouvelles cultures telles que le seigle ou l'orge. De plus, les prairies naturelles coûtent cher et les droits d'usage dans les forêts sont de plus en plus réduits par les seigneurs, ce qui bride le développement de l'élevage malgré l'amélioration des espèces. Enfin, l'outillage des paysans reste très rudimentaire, la moisson se faisant encore souvent à la faucille et non à la faux, alors que le battage s'effectue au fléau. La charrue à roues, quant à elle, n'est répandue que dans les campagnes au nord de la Loire. Au-delà de ces aspects techniques, le monde rural est également victime d'intérêts divergents entre paysans. Ces derniers constituent 80% de la population mais sont séparés en deux grandes catégories. La première, constituée des grands fermiers laboureurs, possède les grands terrains agricoles qui lui permettent de prélever des droits féodaux pour le compte de la noblesse et la dîme pour le compte du clergé. Ces fermiers sont sensibles et favorables aux nouvelles méthodes et cultures, contrairement aux petits paysans qui parviennent à vivre tant bien que mal de leur production malgré le poids écrasant des impôts. Ils craignent de trop brusques évolutions, et pour ne rien arranger, la surpopulation des campagnes lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle va encore aggraver les difficultés des paysans français et renforcer leur mécontentement. Toutes ces raisons vont rendre difficile la constitution de stocks, alors que le prix des grains dépend fortement des résultats des récoltes. Ainsi, tout au long du XVIIIe siècle, les prix vont connaître de fortes variations, globalement à la hausse. Durant les années 1774 et 1775, de mauvaises conditions climatiques entraînent des récoltes décevantes, et en avril-mai 1775, les réserves de céréales sont déjà épuisées, alors que la récolte suivante n'est pas encore arrivée. Avant les réformes de Turgot, la situation aurait pu rester sous contrôle. En effet, chaque région gérait ses propres stocks de céréales, et les provinces en difficulté auraient pu demander une intervention royale qui leur aurait été accordée. Néanmoins, la politique de Turgot a permis la libre circulation des grains, qui pouvaient désormais circuler librement sur tout le territoire. Cette libéralisation combinée aux mauvaises récoltes va alors entraîner une hausse importante des prix, mais également des pénuries. Le grain, et donc indirectement le pain, étant la base de l'alimentation de nombreux Français,
La situation ne va pas tarder à se tendre dans de nombreuses villes, notamment sur les marchés. Pour ne rien arranger, des rumeurs apparaissent alors contre ceux qui profiteraient de la situation. Comme en 1764, un pacte de famine est évoqué et les grands propriétaires sont accusés de stocker les grains afin de spéculer sur la hausse des prix. Des émeutes vont alors éclater à Reims, alors qu'à Dijon, des convois sont pillés et des fermes attaquées. Les troubles vont rapidement se propager et le mouvement sera particulièrement violent dans les grandes régions agricoles, comme la Picardie, la Beauce ou la Bourgogne. Dans ces provinces, les exploitants des grands domaines appartenant à la noblesse sont régulièrement visés, ainsi que les dépôts, entrepôts, boulangeries, mais également les barges de transport. La situation étant devenue hors de contrôle, le gouvernement va mobiliser près de 25 000 soldats pour rétablir l'ordre, et plusieurs centaines de personnes sont arrêtées. Néanmoins, dans un souci d'apaisement, seuls 2 émeutiers sont condamnés à mort pour l'exemple. En parallèle, Turgot est obligé de rétablir un contrôle du prix des grains, et c'est l'État qui va se charger de l'approvisionnement en céréales des provinces. Si le calme est rétabli, cet épisode va marquer le début de la fin pour Turgot qui devra démissionner le 12 mai 1776 et se retirera au château de la Roche-Guyon. Dans l'une de ses dernières lettres au roi, il écrira alors cette phrase qui s'avérera prophétique. « N'oubliez jamais, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur le billot. » L'ancien ministre consacrera finalement le reste de sa vie à des études scientifiques et littéraires et s'éteindra le 18 mars 1781 à Paris. Voilà pour ces émeutes qui précèdent de quelques années le début de la Révolution. À noter que selon l'historien Georges Rudet, des membres de la noblesse auraient volontairement excité la population contre Turgot pour provoquer sa disgrâce. Et quand on voit la chute du ministre, ce scénario semble crédible. Néanmoins, il ne s'agit que d'une théorie qui n'est pas partagée par tous les historiens. Alors de votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Turgot a-t-il été victime de ses nombreux ennemis à la cour ? Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.